Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Z sur 7, bienvenue dans votre podcast quotidien. Nous sommes vendredi 4 octobre. Et votre podcast aujourd'hui est animé par Anne Marchand. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans votre podcast, l'embrasement de la guerre au Moyen-Orient annonce-t-elle une flambée du prix du pétrole ? Le pire des scénarios, c'est une attaque des Israéliens sur les réserves pétrolières, sur toutes les plateformes pétrolières et les champs pétroliers en Iran. Analyse approfondie par une experte boursière en fin de ce podcast. L'usine Audi Forêt envisage une nouvelle piste pour son futur, une reconversion, mais dans quoi ? Est-ce que ce serait le même type d'activité qu'Audi actuellement ? Je n'en suis pas certain, mais il y a toute une série d'autres activités qui pourraient s'y développer. Deloitte Belgique se porte bien et souhaite recruter, mais peine à trouver des profils intéressants, à bon entendeur. En fin d'émission, retrouvez Itinéra pour tout comprendre du School Bottleneck. Z sur 7 à la une. Le sort de l'usine Audi de Forêt reste incertain. Il y a 10 ans, l'usine Ford de Genk fermait et a depuis été reconvertie en un site logistique. Un sort similaire pourrait attendre Audi Brussels, mais une intervention du gouvernement bruxellois est nécessaire. Écoutez à ce sujet Christophe de Beukeler, député bruxellois. On pense d'abord qu'il faut essayer de trouver un repreneur privé qui reprenne l'entièreté du site. Si ce repreneur vient avec un bon projet, tant mieux. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que les projets sont de piètre qualité, avec peu d'emplois créés. Et donc là, on pense que le public doit se positionner comme acheteur pour faire concurrence au privé et lui dire, attention, tu dois venir avec un projet positif, porteur d'emplois, durable sur le point de vue économique, parce que sinon, le public prendra ses responsabilités. Donc la première des choses, c'est ça, c'est d'avoir une force de négociation. Cependant, le gouvernement étant en affaires courantes, cela constitue un obstacle évident à l'intervention nécessaire. Le formateur bruxellois francophone David Lester a rencontré la direction d'Audi Brussels. Bien qu'aucune solution n'ait encore émergé, il souligne le potentiel considérable du site, qui représente 15% de la superficie de Forêt. On l'écoute. C'est un site qui intéresse, c'est un site qui pourrait être fortement valorisé. Est-ce que ce serait le même type d'activité qu'Audi actuellement ? Je n'en suis pas certain, mais il y a toute une série d'autres activités qui pourraient s'y développer et y créer de l'emploi avec un accès en termes de mobilité qui est assez évident, mais aussi une superficie qui est très large et une demande très forte d'investisseurs privés, de dynamique aussi publique qui pourrait, pourquoi pas, y voir le jour. Z sur 7 à la une. Avec une croissance de 4,4%, le cabinet de conseil Deloitte a atteint un chiffre d'affaires proche de 820 millions d'euros cette année. Malgré le recul des revenus dans le secteur pharmaceutique, l'expansion des énergies renouvelables a compensé cette baisse. Rolf Driessen est le CEO de Deloitte Belgique. C'est le secteur Energy, Resources and Industrials qui ont vraiment tiré l'attention parce que là, il y a une transition énergétique qui doit se faire. Et là, il y a beaucoup de demandes au niveau conseil, avis pour vraiment supporter la transition. Mais en plus, il y a aussi le financial services, les banques, les assurances, où on voit vraiment l'intérêt pour investir dans les nouvelles technologies, mais aussi les plateformes pour vraiment supporter le développement du secteur. Deloitte Belgique a récemment recruté 900 personnes et prévoit d'en embaucher autant cette année, bien que la recherche de personnel reste difficile car très concurrentielle. Rolf Driessen toujours. Il y a beaucoup de cabinets de consultants, mais aussi les assureurs, les banques, les groupes industriels qui cherchent vraiment les mêmes personnes. Et pour vraiment trouver une solution structurelle pour répondre sur ce problème, on a commencé à créer des centres de compétences en Europe, mais aussi autour du monde. Et on travaille avec des équipes localisées dans les centres de compétences qui rendent des services pour plusieurs pays en Europe, mais aussi dans le monde. Et c'est une façon de travailler qu'on a établie maintenant et qu'on va continuer à développer dans le futur. Z sur 7 à la une.
Cap à présent sur la guerre libano-israélienne. Malgré un contexte particulièrement tendu au Moyen-Orient, les marchés financiers restent relativement calmes. Pour l'instant, le risque d'une flambée des prix du pétrole est maîtrisé. Le chief économiste de CBC Bank, Bernard Keppen, relativise. Le Liban est un pays qui est exsangue, donc on a très peu de contacts commerciaux avec le Liban. L'Iran, aujourd'hui, il y a un embargo relativement important, des sanctions, qui veut dire qu'on n'a pas non plus des contacts commerciaux importants. On a juste au niveau d'Israël quand même pas mal de contacts au niveau des produits électroniques. Ça peut effectivement fermer un certain nombre de marchés pour les exportations belges. D'autres facteurs, comme la faible production iranienne et l'augmentation de la production américaine, pèsent davantage que la menace d'un conflit avec l'Iran. Et on a toujours un déséquilibre important sur le marché entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a une demande qui est inférieure à l'offre aujourd'hui, parce qu'on a une demande un peu faiblarde venant de la Chine, d'une part, et puis on a inéluctablement les voitures électriques qui jouent aujourd'hui dans la consommation de pétrole. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier analyse le cours des marchés. Pour nous accompagner aujourd'hui, retrouvez Delphine Wakes, experte boursière pour BNP Paribas Fortis. Comme nous l'avons évoqué dans le sujet précédent, le conflit au Moyen-Orient s'intensifie, augmentant le risque de hausse des prix du pétrole dans cette région riche en or noir. Effectivement, donc ça, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que le principal risque, c'est le prix du pétrole. 80% du mix énergétique aujourd'hui est lié au pétrole. Alors les réserves, on vient de le dire aussi, sont largement suffisantes. Son envolée semble quand même se calmer. On voit bien que c'est assez interpellant d'ailleurs de ne pas le voir monter plus fort que ça, parce qu'il se combine aussi, il faut savoir, au niveau des marchés, de la réaction des marchés, à des indicateurs, comme je viens de le dire, qui sont un peu plus faibles. Oui. Et donc ça positionne aussi les banques centrales dans une forme de dilemme, parce que s'ils continuent de baisser les taux, eh bien les prix pourront vraiment encore monter, le coût de l'argent peut être plus faible, mais par ailleurs, s'ils entament une hausse des taux d'intérêt, là, les risques de récession pourraient vraiment s'accélérer. L'influence des prix du pétrole sur les marchés est claire, car les énergies fossiles demeurent les principales sources de notre mix énergétique. Cependant, certains pays, comme la Grande-Bretagne, ont choisi de s'en détourner progressivement. La dernière centrale, effectivement, à charbon a été fermée cette semaine à Radcliffe-on-Soar, donc c'est dans les Midlands. Avec 2 ans de retard, la crise énergétique a un peu retardé cette fermeture. Alors effectivement, c'est une décision importante. C'est le premier pays du G7 qui franchit vraiment ce pas. On sait aussi que les ambitions de la Grande-Bretagne sont importantes, puisqu'ils envisagent de décarboner toute leur électricité pour 2030. Mais c'est aussi une page historique qui se tourne. Et finalement, on entend assez record, puisqu'il y a 30 ans, 80% de l'énergie produite donc en Grande-Bretagne venait du charbon. L'économie en mouvement. Le think tank Itinéra dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. L'infarctus de l'école, appelé school bottleneck en anglais, reflète le risque d'interruption des apprentissages par manque de personnel enseignant dans les classes. Jean Hendricks d'Itinéra fait le tour du problème en 5 questions. La Belgique détient le record des pénuries avec 80% des élèves qui seraient retardés dans leur apprentissage. Ces pénuries détournent du personnel de remédiation scolaire pour faire du remplacement de professeurs absents. Cela pénalise les élèves plus faibles. Première question. Pourquoi sommes-nous incapables de résoudre cette pénurie mettant en péril l'avenir de nos enfants et notre prospérité à tous ? Alors, la lutte contre la pénurie n'est pas nouvelle. Elle faisait déjà l'objet, il y a plus de 20 ans, d'une table ronde, de l'enseignement francophone en tout cas, qui s'est terminée par un rapport de synthèse, le rapport Demotte-AZ du 20 août 2002. Ce rapport est finalement resté dans le fond des tiroirs et n'a débouché sur rien de concret. 20 années plus tard, la ministre Caroline Désir, ministre de l'enseignement francophone, a réalisé un décret, le décret anti-pénurie, pour essayer de s'attaquer à ce problème de pénurie des enseignants. Deuxième question. Quel est le contenu de ce décret anti-pénurie ? Alors, ce texte prévoit 2 mesures phares. La première mesure permet en fait aux enseignants d'exercer des heures supplémentaires dans leur établissement ou dans un autre. La deuxième mesure permet aux chefs d'établissement de recruter des enseignants non diplômés, mais avec une expérience acquise dans le privé. Et aussi la possibilité de faire appel à des retraités ou des pré-retraités.
Troisième question. Sur papier, ces mesures semblent pertinentes. Qu'en est-il dans la réalité ? Pourquoi cela n'a pas fonctionné ? Alors, pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Pour les heures supplémentaires, on a d'abord limité la possibilité d'exercer ces heures supplémentaires à 2 heures maximum par semaine. Et ensuite, seuls les enseignants qui étaient nommés, soit moins de la moitié des enseignants, finalement les plus anciens, ont pu avoir accès à ces heures supplémentaires. Les plus jeunes, n'étant pas nommés, n'ont pas eu accès à ces heures supplémentaires. Pour ce qui concerne le fait de faire revenir les retraités et les pré-retraités dans les classes, ça n'a pas vraiment débouché sur un succès, puisque les plus de 65 ans avaient déjà quitté les classes parfois depuis plus de 10 ans et n'étaient pas vraiment intéressés à revenir dans l'enseignement. Et pour ce qui concerne les pré-retraités, il faut savoir que dans l'enseignement, on pouvait à l'époque partir à 55 ans, aujourd'hui c'est à 58 ans, mais ce sont souvent des pré-retraites irréversibles, à des conditions financières assez généreuses qui n'encouragent pas un retour dans les classes. Donc, échec. Concernant l'ouverture des recrutements au privé, la réforme des fonctions dans le décret anti-pénurie n'a pas vraiment réglé la question de l'ancienneté. Et donc, avec une non prise en considération de l'ancienneté dans le privé, c'était finalement peu intéressant d'aller se réorienter dans l'enseignement pour certaines personnes en fin de carrière. Il fallait en outre prester au minimum 4 années consécutives pour prétendre à un engagement définitif. Quatrième question. La pénurie est-elle aussi aggravée par l'absentéisme ? Alors l'absentéisme est l'autre problème qui explique finalement l'absence des profs dans les classes. Cet absentéisme est répété, il est souvent concentré chez les enseignants en fin de carrière et il est encouragé d'une certaine manière structurellement par le système puisqu'il y a un mécanisme de congé pour maladie, de droit à des congés pour maladie qui peut aller jusqu'à accumuler 180 jours de droit à ces congés maladie et prendre une pension anticipée. Cinquième question. Que faire d'autre ? Ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est baisser les conditions d'accès au métier d'enseignant. On doit rester exigeant, mais on doit permettre aux équipes pédagogiques et aux chefs d'établissement de se débarrasser littéralement de professeurs, d'enseignants qui posent problème et qui sont toxiques au climat dans l'école. Il faut aussi avoir une gestion rigoureuse du personnel dans l'enseignement en donnant plus d'autonomie de pouvoir aux directeurs d'établissement. Il faut rassurer très rapidement les jeunes enseignants en les encadrant et en leur donnant une stabilité contractuelle comme le nouveau gouvernement semble vouloir le faire. Il faut faciliter les procédures de recrutement, il faut impliquer les parents. Enfin, il y a toute une série de mesures à prendre pour réduire ce problème de pénurie et améliorer l'image de l'école. Merci à tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser une évaluation sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour d'autres actualités économiques. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.